Alors salut, moi c'est Léa, j'ai 26 ans, je suis infirmière de formation depuis 2021 et récemment, depuis 3 ans, je suis greffée du foie. Courant 2022, je commençais à ressentir des douleurs abdominales, mais en étant infirmière, j'ai un peu minimisé parce que je me suis dit j'ai quand même un emploi du temps qui est assez chargé, il faut vraiment que je me focus sur mon travail. Donc je travaillais en EHPAD, ça se passait super bien, je faisais parfois des petites vacations à côté. Et en fait, à un moment donné, les douleurs devenaient de plus en plus fortes. C'est plutôt vers, on va dire, l'été 2022 où là, j'ai vu que je commençais à prendre du poids alors que je faisais beaucoup de sport à côté. Enfin, je suis quelqu'un de très sportive. Et en fait, à un moment donné, les douleurs étaient tellement intenses que j'ai malheureusement dû même arrêter de manger, même de boire, ou alors, au contraire, je buvais beaucoup parce que j'avais très très soif, j'étais vraiment déshydratée. Alors je précise, je buvais de l'eau, hein, je buvais pas autre chose. Hein. Mais justement, même à côté, moi je suis pas quelqu'un qui fume, je suis pas quelqu'un qui boit, enfin je prends pas forcément de plaisir à boire de l'alcool, c'est très occasionnel mais vraiment pas plus que ça. Et vraiment donc ces douleurs, elles s'accentuaient de jour en jour. Mais je sais pas comment ça s'est passé avec mon cerveau. À un moment donné, j'avais plus mal. En fait, je pense que j'ai tellement intériorisé cette douleur que vraiment j'avais plus mal. Et en fait, avant, je prenais par exemple des médicaments pour calmer la douleur au niveau du ventre. À un moment donné, j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit, ah, c'est bon, je suis guérie, tout va bien et tout. Et en fait, je ne me rendais pas compte, mais mon corps s'était vraiment habitué à cette douleur. Et à un moment donné, c'est en octobre, donc le 2 octobre 2022, je sentais que là, mon corps n'en pouvait plus. J'avais passé une nuit avant vraiment horrible. J'avais pas du tout dormi de la nuit. J'avais vraiment très très mal. Rien ne fonctionnait. J'avais pris des petits antidouleurs, rien du tout. Et je me suis rendue aux urgences parce que c'était un dimanche à ce moment-là. Et en fait, c'est un peu comme on va dire un déni de grossesse. J'utilise toujours cette comparaison parce que j'en ai pas d'autres. Mais en fait, c'est au moment où je suis arrivée aux urgences et que les infirmières m'ont auscultée, c'est là où tous les symptômes sont arrivés. Je suis devenue jaune. Mes yeux sont devenus jaunes et donc en fait tout s'est enchaîné, la douleur est revenue, j'avais de la fièvre, ma tension elle était très basse, au contraire j'avais mon cœur qui palpitait à 100, 120 ou 130, ce qui est clairement pas normal en étant au repos. Et en fait oui ça a continué et donc à un moment donné vraiment on devait me mettre sous gros antidouleur parce que vraiment je supportais plus la douleur. Je suis restée aux urgences, mais j'ai été vraiment prise en charge très rapidement. Ils ont percuté très rapidement qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ils commençaient à penser que c'était... alors au début, ils pensaient à la vésicule biliaire, à savoir que moi, la vésicule biliaire, je ne l'ai plus depuis que j'ai 12 ans. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de lié là-dessus. Bon, ça, on ne le sait pas malheureusement. Et en fait, oui, tout s'est enchaîné aux urgences. Je voyais que tout le monde était très inquiet. Les médecins montraient vraiment de l'inquiétude. Là-dessus, ils exprimaient beaucoup de choses parce qu'en plus, moi, étant infirmière, je voulais vraiment qu'on soit transparent avec moi. Et en fait, à un moment donné, c'est comme si j'étais consciente de ce qui se passait, mais en même temps totalement perdue. Un peu comme si je sais pas, mon cerveau s'était un peu mis en mode sécurité et pour éviter justement que je sois plus traumatisée de la situation. Et à un moment donné, j'ai vu les bilans sanguins, on a été très transparent avec moi, j'ai vu les bilans sanguins, en étant infirmière, je savais très bien ce que ça voulait dire. Et je voyais en fait que mon foie avait vraiment un vrai problème, des taux qui devaient être des normes très spécifiques. Moi, je battais vraiment tous les scores. J'ai été à, on va dire, 400 fois plus de ce qu'il fallait. Donc, clairement pas normal. J'avais vraiment... en fait, mon foie avait comme grossi, d'où le fait de ma prise de poids. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, aux urgences, on m'a dit, on va devoir vous hospitaliser. Donc, on m'a mis à un étage justement donc on appelle ça l'étage hépato, donc hépatologie, il y a un peu de tout, il y a hépatologue, tout ce qui va être le foie, après il y a aussi les maladies du pancréas, il y a un peu de tout. Et donc moi j'étais dans une chambre seule. Déjà je me suis dit c'est bizarre parce que cet hôpital-là, de base on doit être tout le temps avec d'autres personnes. Et là je me suis dit c'est bizarre, je suis toute seule, j'ai pas demandé à être seule. Et je me suis dit ah ok, à mon avis ils veulent me mettre vraiment dans un cocon. Peut-être que si je suis avec quelqu'un d'autre, je me suis dit, je suis peut-être contagieuse ou au contraire, je peux attraper quelque chose en plus. Et en fait,
j'ai appris bah, voilà, que mon système immunitaire il était très bas, donc en fait c'était mieux de me mettre dans une chambre seule. Et ensuite bah, voilà, les médecins défilaient, me disaient bah, en fait on ne sait pas ce que vous avez, on est en train de faire tous les tests, donc on m'a fait des quantités de prises de sang avec des... Enfin vraiment à un moment donné mes bras étaient vraiment bleus tellement j'avais été piquée. Et aussi bah, voilà, échographie, scanner, IRM, tout. Et à un moment donné, on a dit, bon, bah, en fait, vous avez une hépatite. Donc, en gros, c'est une inflammation du foie. Et en fait, on me dit, on est en train de voir si c'est une hépatite virale. Donc, A, B, C, D, E, il y en a plein. Et donc, en fait, j'étais négative sur tout. Donc, vraiment, c'était pas du tout une hépatite virale. Surtout que moi, en étant infirmière, je suis à jour au niveau de mes vaccins, donc il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'était d'origine inconnue. Et on appelle ça une hépatite fulminante. Donc une hépatite fulminante, c'est vraiment c'est une urgence, c'est une hépatite bah, voilà, qui n'est pas prévue. C'est le foie en fait qui... Voilà, c'est un peu comme si les toxines de mon foie se libéraient dans mon corps. Et après, bah, forcément, ça cause des dommages. Et ensuite, bah, voilà, donc je suis restée quand même pas mal de temps dans cet hôpital, mais sans savoir ce qui se passait. Et même les médecins étaient déconcertés face à... Ils étaient là, ils ne savaient même plus quoi faire. Donc ils ont fait quelque chose. Bon, là-dessus, je ne vais pas leur en vouloir parce que je peux comprendre aussi qu'ils étaient perdus, mais ils ont voulu me renvoyer chez moi pour être suivie en ville. Que ma belle-sœur, qui est médecin, a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. On va pas te renvoyer chez toi, c'est hors de question. Donc j'ai été vue après par... en fait, elle a envoyé à une amie à elle, hépatologue, mon bilan sanguin et tout. Et elle a dit non, il faut qu'elle soit transférée dans un hôpital qui s'y connaît vraiment en maladie du foie. Et donc, il y a eu une prise de contact entre elles. Et en fait, j'ai appris peu de temps après, donc par l'hôpital où j'étais, que j'étais transférée au centre hépatobiliaire de Paul Brousse, donc c'est à Villejuif. Et eux, c'est vraiment c'est les meilleurs en termes de maladies du foie, de maladies des voies biliaires et tout. Et donc j'ai été transférée chez eux, j'ai été accueillie, vraiment, j'étais bien accueillie, même peut-être un peu trop. Je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre d'être accueillie comme ça, mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc je me suis dit, ah, peut-être que le côté infirmière, ça doit aussi un peu aider, et bon, c'était pas plus mal. Donc ça s'est très bien passé, mais pareil, donc là, rebelote encore d'examens, de prise de sang, enfin, ça s'enchaînait. Les médecins défilaient pareil dans ma chambre, j'avais même, à un moment donné, c'était trop bizarre de voir ça. C'était les médecins qui arrivent et là il y a au moins 15-20 étudiants en médecine qui arrivent dans ma chambre et là je me suis dit ok, c'est pas normal, je suis un cas d'école, qu'est-ce qui se passe? Et en fait bah oui, c'est vraiment les termes, c'est que j'étais un cas d'école, mais en fait on me le disait pas, mais je m'en suis très vite rendu compte que vraiment à chaque fois dès qu'on me venait, c'était ah c'est la fille qui a un problème au foie mais on ne sait pas ce qu'elle a, elle a une hépatite mais on ne sait pas ce qu'elle a, donc voilà. Et en fait bah, plus les jours passaient et plus je sentais que c'est comme si je me sentais partir en fait, je me sentais vraiment partir. J'avais vraiment l'impression que bah, littéralement, j'étais mourante parce que la jaunisse s'accentuait, mes yeux jaunes étaient de plus en plus jaunes. Et je voyais que mes proches, parce que j'avais toujours mes proches avec moi là-dessus, je les remercierai jamais assez parce que sans eux, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué que ça l'était déjà. Et ils étaient là à côté de moi. Je voyais dans leur regard énormément d'inquiétude, mais ils avaient aussi une force et un vrai courage de ne pas le montrer devant moi pour que je ne sois pas encore plus mal. Moi, j'ai justement un petit, on va dire, passif au niveau de la santé qui est pas anodin, mais en même temps, on n'a pas fait assez de recherches. Je pense que ça aussi, c'est un petit loupé, même si je ne vais pas blâmer la médecine, ou bien au contraire. Mais donc à mes 12 ans, on m'a retiré la vésicule biliaire. Donc il faut savoir que c'est pas non plus une opération qu'on fait à cet âge-là. C'est quand même quelque chose qu'on fait plus à l'âge de 40 ans. Donc moi, vraiment, c'était... on a comparé ma vésicule biliaire à une personne âgée de 90 ans. Donc bon, c'était déjà... ça annonçait un peu la couleur. Et alors, moi, dans ma famille, il y a des personnes on leur a enlevé la vésicule biliaire, mais à 18 ans, 25 ans, 35 ans, mais pas à 12 ans. Donc moi, c'est vrai que j'étais un peu le cas rare. Et donc, à l'époque, quand j'ai été opérée,
Donc c'était dans un hôpital pédiatrique et on m'avait dit c'est vrai que on a peut-être vu ça une fois et encore c'était pas sûr que ça soit en France. Donc oui, c'était assez étonnant. Après, donc avant ça, non, j'avais pas plus de soucis, mais après ce problème de vésicule biliaire, ça a commencé à mes 10 ans. Donc pendant 2 ans, on a vraiment dit non, non, on peut pas l'opérer, c'est trop tôt, elle est trop jeune. En fait, on avait un peu peur de ce qui aurait pu se passer à cet âge-là. Et en fait, à mes 12 ans, j'ai vraiment fait une grosse crise. J'étais à l'école à ce moment-là. J'ai vraiment fait une grosse crise et en fait, vraiment, ma vie était en danger. Donc là, on m'a opérée en urgence. Et alors, pendant l'opération, de base, c'est une opération qui doit durer 4 heures. Ça a duré 9 heures. Et donc, mes parents étaient très inquiets parce qu'on leur avait dit non, vous inquiétez pas, ça va durer, ça va être très rapide. Et en fait, quand je suis retournée en chambre, donc moi, j'étais encore un peu vaseuse, je venais de me réveiller et tout, l'anesthésie était toujours présente. Mes parents ont demandé au médecin qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a mis autant de temps. Et le médecin a dit on a eu peur parce que pendant l'opération, il y a eu des petites complications et notamment, on a vu un calcul de la vésicule biliaire, donc des petits calculs. En fait, moi, j'avais plein de calculs dans ma vésicule biliaire qui faisaient qu'elle était atrophiée et qu'il y avait un peu comme une nécrose. Il y avait des calculs qui se dirigeaient vers mon foie. Donc, est-ce qu'à l'époque, on a un peu loupé le coche et que finalement ces calculs sont allés vraiment dans mon foie et m'a provoqué tout ça m'a provoqué une hépatite? Peut-être. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas vraiment fait les recherches sur ça. Je pense qu'on s'était dit oh mais non c'est bon elle est guérie parce que j'allais mieux après. Donc après j'ai eu un suivi pendant 2 ans après ça. Et à un moment donné, on a dit, oh, maintenant c'est bon, elle a plus rien, donc on a arrêté. Et après, je faisais quelques fois des prises de sang, une fois par an, de contrôle, on va dire comme tout le monde. Et en fait, j'ai jamais eu de problème après, par la suite, avec mon foie ou autre d'ailleurs. Et sinon, après, dans ma famille, on a une maladie, d'ailleurs, on a pas mal de greffés d'ailleurs, de donneurs et de greffés. On a une maladie qui s'appelle la polykystose rénale. Donc c'est une maladie qui est pas non plus... c'est pas hyper fréquent, mais bon, ça, malheureusement, il y en a de plus en plus aujourd'hui dans ma famille. Donc c'est vraiment une maladie qui est assez présente. Et donc moi, je l'ai pas et je ne l'aurai pas parce que c'est quelque chose qu'on déclare assez rapidement. Et en fait, en gros, c'est du côté de mon père. Et donc normalement, si mon père a cette maladie, moi je l'ai. Donc lui ne l'a pas. Mais par contre, d'autres personnes dans la famille l'ont eu. Et ça ne peut pas sauter une génération comme ça. Donc voilà. Donc j'ai des cousins germains qui ont cette maladie, qui ont été opérés. Et on a même, moi j'ai dans ma famille d'ailleurs, c'est aussi une fierté. J'ai une tante, donc c'est la sœur de mon père, qui a donné un de ses reins à sa marraine. Donc voilà, donc en fait j'ai un peu aussi une donneuse dans ma famille, donc c'est aussi très beau. Donc voilà, au niveau des maladies familiales, c'est vraiment la polykystose rénale, sinon non, il n'y a pas d'autres maladies. L'avantage, on va dire d'une certaine manière, c'est que je savais un peu toutes les étapes, mais c'est sûr que quand ça nous arrive, nous, personnellement, on est complètement perdu, même en tant qu'infirmière. En fait, c'est pas quelque chose qu'on est censé vivre dans sa vie. On n'est pas préparé, personne nous prépare et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est pas quelque chose de, on va dire, normal. Alors, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, en fait, il y a beaucoup de choses, mais il y en a une en particulier, c'est que dans le coma, je me rendais compte de ce qui se passait autour de moi. Ça me fait penser à des films, mais en gros, notamment j'ai plus le titre en tête, mais notamment une personne en gros qui se dissocie de son corps et qui se voit en gros allongée sur le lit d'hôpital. Et moi, je me voyais un peu comme si je flottais dans les airs et que je voyais mon corps comme ça, inerte. Et en fait, je voyais ce qui se passait, donc je voyais un peu les médecins qui passaient, ma mère qui était à côté de moi. En fait, je voyais, donc il y avait mes frères et mes belles-sœurs à l'extérieur donc de la chambre, donc qui était au niveau de la baie vitrée. Et ma mère, je la voyais, mais limite, elle pleurait sur mon lit, elle était effondrée sur mon lit. Donc là, j'étais pas encore greffée. J'allais me faire greffer. Les médecins, après, je vois les médecins qui arrivent, limite, ils sont 15-20 à arriver pour venir me chercher. Parce que c'est souvent comme ça, quand il y a une grosse greffe qui arrive, ils arrivent à plusieurs. Et ma mère, je la vois, elle est... Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, c'est quand même pas commun de voir plein de médecins qui arrivent pour chercher un patient. Et elle s'est demandé ce qui se passait. Donc je voyais même le dialogue d'un médecin qui touchait l'épaule de ma mère, qui la rassurait. Je voyais qu'elle était effondrée.
Et après, voilà, je voyais toute l'agitation. Et après, je pense qu'il y a eu une sécurité, c'est je me vois arriver au bloc, je vois qu'il commence donc à m'endormir, même si j'étais déjà endormie. Et après, tac, ça s'est bloqué. Donc j'ai pas vu tout le reste. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mais voilà, ça s'est mis un peu en sécurité à ce moment-là. Et puis après, quand j'étais après hospitalisée, j'en ai parlé à mes parents. Et en fait, à un moment donné, j'avais peur d'en parler, j'avais peur de passer pour une folle. Et je leur ai dit, mais j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et mes parents se sont regardés et ils se sont effondrés. Ils ont dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai tout décrit, vraiment, de tout ce qui se passait, même de ce que ma mère aurait pu manger. J'ai vu que mon frère avait ramené une peluche. Je voyais tout ça et j'ai tout décrit. Et on s'est dit, mais waouh, c'est incroyable. Et notamment, moi, je me suis vue, j'ai vu donc des personnes de mon entourage qui sont décédées. Et après, j'ai vu comme une lumière, la fameuse lumière qu'on évoque souvent. Je vois une lumière, j'ai envie d'y aller parce qu'en fait, je sens que je souffre, que j'ai mal. Et ça, je pense que c'est arrivé pendant mon opération où ça devait pas être simple. Et là, je vois mon grand-père maternel qui, en fait, est avec moi. Je parle avec lui. Je vois même mon chien qui est décédé, enfin voilà. Et en fait, donc je suis avec lui, je suis bien et j'ai envie de rester avec lui. Et en fait, à un moment donné, il me dit une phrase que lui seul peut dire. Et il me dit, en gros, c'est pas ton moment. C'est pas à toi de venir. Reste, bats-toi et reste là-bas. Et après, tac, je me réveille et c'est là où je me réveille en réanimation et qu'après tout se passe, on m'extube, tout le reste. Bah, c'est sûr que tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses et notamment ça m'a appris à écouter son corps, chose que je ne faisais pas. Et c'est un peu le comble hein, pour une infirmière, mais en fait, je pense que aussi en étant infirmière, c'est aussi un peu la dureté du travail qui fait ça. C'est que on pense à nos patients et on va un peu se mettre en retrait et on va pas forcément penser à nous. C'est vraiment pas une bonne chose, hein, honnêtement. Avant, je pensais au travail. Je disais, il faut que je me fasse de l'argent, je dois économiser, travailler, voyager et tout. Alors, bien sûr, voyager, c'est important, mais être en bonne santé, c'est encore mieux. Bah, après, en étant infirmière et en étant patiente par la suite, ça a été très compliqué, honnêtement, à gérer. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de comprendre plus rapidement des choses. Et en fait, je voyais que mon corps déclinait de plus en plus. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était très compliqué, même à des moments, je craquais. Je faisais en sorte que ça soit le matin, donc avant les visites, que ma famille arrive l'après-midi. Je craquais, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je discutais notamment avec les aides-soignantes, avec les infirmières avec qui j'avais quand même lié une belle relation finalement. Et je me disais, il y a quelque chose qui va pas, c'est bizarre. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand je voyais mes prises de sang, je voyais les taux, je me disais, non, il y a un truc qui va pas. Et c'est sûr qu'en étant infirmière, c'était encore plus perturbant, encore plus bouleversant aussi. Et après, c'est vraiment tout s'est enchaîné. Et à un moment donné, je pense que vraiment, c'est mon cerveau qui je pense, s'est vraiment mis en mode pause. Et à un moment donné, j'étais plus infirmière. J'étais seulement patiente et je me concentrais sur ce qu'on était en train de me dire. Et j'oubliais même mes connaissances médicales, honnêtement. C'était vraiment... j'étais là, j'avais peur, hein, honnêtement. J'avais peur aussi de mourir. Hein. Et puis après, il y avait aussi le regard de mes proches qui m'inquiétait plus finalement que ce qui se passait. C'était vraiment mes proches. Je les voyais tristes, je les voyais pleurer. Je me suis dit... en fait, je me disais, oh là là, mais je dérange tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc que je pensais, c'est je dérange tout le monde. Et j'avais vraiment, je me disais, oh là là, mais je fais tout un cinéma pour rien. Alors que vraiment, je minimisais tout. En fait, je me disais, mais il y a vraiment plus grave que moi. Donc, pourquoi faire tout un cinéma pour ça, quoi. C'est vrai que, donc, avant de tomber dans le coma, je sentais que je déclinais, je sentais que ça allait pas, je sentais même que voilà, j'étais sous oxygène. À un moment donné, j'arrivais plus à respirer par moi-même, donc on m'avait mis des petites lunettes d'oxygène parce que j'avais un taux de saturation en oxygène qui était très bas. J'étais essoufflée pour rien alors que j'étais alitée toute la journée, je bougeais pas de mon lit. Quand j'allais prendre ma douche, je faisais des malaises. Donc je voyais à chaque fois quand je disais un nouveau symptôme, ils étaient là, ils se regardaient, ils disaient ouais, c'est pas très rassurant quoi. Donc voilà, et en fait à chaque fois ils me faisaient des tests pour voir notamment au niveau de la vue, parce que ça c'est vraiment on va dire le signe, on appelle ça le flapping, c'est en gros quand on a un risque d'encéphalopathie hépatique notamment, donc en gros c'est vraiment c'est le coma quoi qui arrive après.
Donc en fait, moi, on me faisait un test, je devais regarder, je devais mettre mes mains devant moi et en fait, on devait voir si je commençais à faire ça. Si je commençais à faire ça, ça voulait dire que j'allais tomber dans le coma. Et moi, tous les jours, on me faisait ce test-là. On me disait de fermer les yeux parce que je ne devais pas voir ce que j'étais en train de faire. Et puis à un moment donné, je sais pas, un jour, on me l'a fait. Et là, j'ai fermé les yeux et je sentais même pas que j'étais en train de faire un mouvement et mes mains ont commencé à s'agiter. Et là, j'ai ouvert les yeux et je dis, mais je fais pas exprès. Il me dit, non, 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 mais c'est normal, c'est parce que là, votre corps, il est en train de lâcher. Et vraiment, peu de temps après, là, c'est blackout total. Et là, je tombe dans le coma sans m'en rendre compte. On appelle en urgence ma mère parce que c'était un peu c'est ma personne de confiance. Et donc, c'est elle qui a vu tout ça, quoi, qui m'a vu décliner du jour au lendemain. Mes frères aussi étaient présents, il y avait mes belles-sœurs. Donc, peut-être le plus dur, je vais pas minimiser aussi les autres membres de ma famille, mais je pense que ma belle-sœur, une de mes belles-sœurs qui est médecin, elle voyait encore plus ce qui se passait. Et elle aussi, elle devait porter une charge, c'était de rassurer mes proches, parce que moi, je ne pouvais plus à un moment donné, et leur expliquer, c'est-à-dire elle ne devait pas leur mentir, dire la vérité, notamment ma mère, elle n'allait pas lui dire non, non, mais tout va bien. On savait très bien que tout n'allait pas bien. Donc elle devait dire la vérité, mais sans trop blesser, sans que ça soit encore plus dur pour tout le monde de digérer ce qui se passait. Je me suis réveillée, je crois, 2-3 jours après, quelque chose comme ça. Oui, je pense 2-3 jours après, je me suis réveillée. Alors honnêtement, c'était un réveil qui était très compliqué parce que, encore une fois, j'ai travaillé en réanimation, je savais ce que c'était. Et là, clairement, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis réveillée. Je voyais qu'il y avait donc les infirmières, les aides-soignantes autour de moi. Et elles me disent ça va Léa, tu vas bien et tout. Et là, je sens qu'il y a quelque chose dans ma bouche. En fait, je comprends qu'en fait, je suis intubée. J'avais tout, j'avais une sonde au niveau du nez pour m'alimenter, j'avais donc l'oxygène, j'avais un masque, j'étais branchée de partout, j'avais même des cathéters au niveau du cou. Enfin, voilà, j'étais vraiment branchée de partout. Et là, la première chose que j'ai fait, j'ai tourné ma tête et j'ai vu à l'extérieur, donc il y avait une baie vitrée, et là, je vois ma famille. Donc il y avait mes parents, il y avait mes frères et il y avait mes belles-sœurs. Je panique. Et vraiment, je commence à m'agiter dans tous les sens. Donc les infirmières et les aides-soignantes sont obligées de me contenir au niveau de mes bras. En fait, j'ai paniqué, mais c'est pas forcément j'ai paniqué de me voir comme ça, j'ai paniqué que eux me voient comme ça. Donc ça m'a vraiment, perturbée. Et donc au début, je faisais comprendre que vous voulez qu'on m'enlève ce que j'avais dans la bouche, qu'on m'extube, sauf qu'elle ne pouvait pas le faire comme ça, il fallait attendre le médecin, voir si au niveau de mes paramètres vitaux, j'étais bien, j'étais stable et tout. Et à un moment donné, il y a un médecin qui arrive. Donc là, il m'explique, on a trouvé un foie, on vous a sauvé, maintenant vous allez avoir une nouvelle vie, ça va pas être facile au début, mais vous allez y arriver, vous êtes une battante, vous avez une grosse opération, maintenant il faut vous reposer. Et là, donc une infirmière que je connaissais bien, me dit voilà Léa, je t'explique, ça fait quelques jours que tu es en réanimation et à un moment donné, tu t'es pas rendu compte, mais ton cerveau, tout ça, ça s'est bloqué. Tu es tombé dans le coma et en fait, pendant que tu es tombé dans le coma, on a réussi à trouver 2 foies au cas où, s'il y avait un foie qui n'était pas compatible. Donc j'avais 2 foies au cas où. Et en fait, je suis passée en urgence, donc dite nationale, super urgence, comme on dit. C'est-à-dire que je suis passée vraiment tout en haut de la liste d'attente de greffe. Donc il y a eu aussi un peu cette culpabilité d'avoir pris quelque chose qui ne devait pas me revenir de base. Enfin voilà. Ça, c'est, on va dire, le plus le après. Et oui, en fait, quand on m'a dit ça, donc, transplanter du foie, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourtant, je pensais que juste les médocs, ça allait me suffire. Et non, pas du tout. Puis à un moment donné, je pense que j'allais mieux au niveau, les paramètres vitaux étaient bons. Donc on m'a enlevé, on m'a extubé. Donc ça aussi, c'était pas un super moment, honnêtement. Je l'avais déjà fait à des patients auparavant, donc je savais déjà que c'était pas très agréable. Alors le subir soi-même, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est ça aussi, le après, c'est comprendre qu'il y a une nouvelle vie. Alors une belle vie, mais c'est pas simple au début. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, notamment qui peut être mon donneur, on veut tout savoir. Naturellement, on peut culpabiliser de se dire « Ah, j'ai pris quand même quelque chose à quelqu'un, certes qui est décédé et qui a accepté de donner et que sa famille a accepté, mais en même temps, je pense que vraiment c'est une bonne chose que ça soit vraiment anonyme
Et là-dessus, c'est vraiment bien à ce niveau-là, le système en France, au niveau du don, au niveau de la greffe, que ça se passe comme ça. C'est vrai que j'en parle beaucoup de cette culpabilité du survivant et je pense que même en ayant parlé avec pas mal de personnes greffées, c'est quelque chose d'assez commun, au début du moins. Moi, ça fait 3 ans maintenant, donc j'ai pris pas mal de recul, notamment avec ma psychothérapie. Mais en même temps, c'est pas quelque chose... encore aujourd'hui, j'ai toujours cette petite pensée voilà, qui est un peu là, moins qu'avant. Parce qu'avant, vraiment, c'était limite, je suis tombée aussi en dépression à cause de ça. Mais maintenant, c'est quand même mieux, notamment grâce à la psychothérapie. Alors j'ai décidé notamment de fonder donc, ma propre association. Donc, je suis fondatrice et présidente de mon association qui s'appelle Marc. Alors pourquoi parce que en fait, quand je suis donc, sortie de la réanimation et que j'ai été après ensuite dans le service hospitalisation, j'ai été très perdue. Même si je suis infirmière, encore une fois, je suis perdue, là je suis en tant que patiente, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. À ce moment-là, les connaissances médicales, elles ne sont plus là. J'ai ma famille autour de moi, tout le monde se pose plein de questions. Et je me suis dit, mais en fait, j'en parlais à mes proches pendant ma convalescence à l'hôpital, je disais, mais en fait, moi j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de créer une communauté de personnes qui sont concernées par le don et la greffe, donc que ce soit des personnes greffées, des personnes en attente, mais aussi leurs proches, les familles de donneurs, des personnes qui veulent vraiment... s'allier à ce niveau-là, veulent un peu avoir des conseils ou donner des conseils ou se rencontrer dans un cadre beaucoup plus convivial que l'hôpital. Donc je voulais vraiment créer ça. C'est encore un sujet tabou parce que forcément quand on parle de don d'organes et de tissus, ça évoque la mort. Alors, certes, ça évoque la mort, ça là-dessus, je suis pas dans le déni, mais ça évoque surtout la vie parce que grâce au don d'organes et de tissus, on crée de la vie après. Il y a aussi des personnes pour des questions de religion, des questions même de croyances spirituelles ou juste parce qu'elles ont peur. Il y a des personnes qui refusent de donner. Mais après, il faut se dire que derrière tout ça, il y a une autre famille, même plusieurs autres familles, parce que un donneur peut sauver jusqu'à entre 7 et 8 vies. Quand on essaye de comprendre pourquoi il y a ces refus, en fait, c'est juste parce que les gens n'en ont pas parlé avec leurs proches. Parce que dans le doute, comme on ne sait pas, on dit non. Mais c'est pour ça que notamment avec mon association, je dis il faut en parler, c'est important. Après, encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire il faut absolument donner. Je comprends les personnes qui ne veulent pas donner, mais c'est au moins important de dire moi je préfère pas donner. Comme ça au moins il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'hésitation le jour où malheureusement ça arrive. Et au contraire, les personnes qui veulent donner, il faut vraiment que ça soit dit, il faut que ça soit même écrit s'il faut. Parce que en fait... Aujourd'hui, en France, c'est la famille qui a le dernier mot. C'est-à-dire que même si on a écrit des directives anticipées, si au dernier moment, au moment du décès, les médecins demandent alors qu'est-ce que vous voulez faire et que même le proche a écrit « moi je veux donner » et que la famille dit « non on ne veut pas », c'est la famille qui a le dernier mot. Alors la vie après la greffe, honnêtement, c'est pas simple au début. Moi je suis sortie de l'hôpital, j'étais complètement perdue. J'avais limite envie de rester à l'hôpital parce que je me suis dit, chez moi, comment je vais faire? J'avais de la chance parce que ma mère est restée avec moi. Mon père ensuite est reparti à Madagascar et ma mère est restée avec moi parce qu'en fait, sinon, il fallait que j'ai quelqu'un avec moi. Il fallait que j'ai limite une aide-soignante avec moi parce que déjà, juste pour prendre une douche, c'était très compliqué. Donc, je suis redevenue un petit bébé à ce moment-là. Ma mère m'a aidée, mais bon, pour elle, c'était même pas une question qui devait se poser. Et même pour me cuisiner des plats, des choses comme ça, même pour faire des gestes de la vie quotidienne, pour aller chercher quelque chose dans un placard, je pouvais pas en fait parce que ça me tirait au niveau de ma cicatrice. Donc, il fallait que je fasse attention. Comme en soi, au niveau de l'opération, il y a aussi un peu les abdominaux qui sont sectionnés d'une certaine manière. Il faut pas contracter ses abdos. Et moi, en tant que sportive, c'était un peu compliqué aussi. Quand je marchais, je devais limite tout relâcher, donc c'était très compliqué vraiment de tout relâcher, même de lâcher prise en général, c'était compliqué. Moi, notamment, je dois boire, alors je ne sais pas si c'est spécifique à toutes les greffes, mais moi, je dois boire que de l'eau en bouteille. Ce qui m'ennuie un peu parce que à chaque fois, au restaurant, je dois payer ma bouteille en plus, donc au lieu d'avoir la carafe gratuite. Mais donc je dois toujours boire de l'eau en bouteille et puis je dois prendre une eau notamment où il y a un taux de nitrate qui est un peu bas.
C'est pareil, c'est toujours un peu un protocole par rapport à la greffe, c'est un peu toutes les recherches qui ont été faites. Donc voilà, donc j'ai un peu maintenant, je suis un peu une professionnelle en termes d'eau, parce que j'arrive à même savoir quel goût ça a, celle-là je préfère. Donc c'est un peu marrant aussi, même à l'étranger, quand je voyage, je fais un peu des tests avec les eaux différentes du pays. Et puis bah voilà, mon corps devait accepter cette nouvelle vie. Moi aussi, psychologiquement, je devais accepter cette nouvelle vie. Donc c'était pas simple au début, mais après, par la suite, ça c'est. Enfin après voilà, c'est une question d'habitude. Passer la première année, ça a été beaucoup plus simple. Après, encore aujourd'hui, il y a des petites choses. Je dois faire toujours des petites prises de sang. Je dois faire des biopsies. Donc ça, c'est un peu le moment dans l'année que je redoute le plus parce que c'est pas très agréable et tout. Puis faut être Moi, je demande à avoir un peu un gaz hilarant parce que sinon, je suis pas bien. En fait, j'ai besoin d'être dissociée de mon corps à ce moment-là parce que vraiment, je me sens pas bien et honnêtement, j'ai pas encore le mental d'affronter la biopsie de manière totalement consciente. Donc, je préfère être comme ça. Et après, bah, pareil, je dois faire attention quand je pars quelque part, en voyage. Je dois quand même bah, voilà, faire attention à bien prendre la bonne quantité de médicaments. J'ai toujours aussi un peu le stress quand j'arrive, que ce soit au niveau de la douane, au niveau des contrôles et tout. On est toujours là à me dire mais c'est quoi tous ces médicaments-là? Donc je montre mon ordonnance, je suis obligée de montrer un peu ma carte de greffé. Donc c'est vrai que bah, je peux pas l'oublier, c'est pas possible, ça fait partie du quotidien. Et puis bon, après, maintenant, on s'y fait. Même maintenant, je fais même limite des blagues. Après, je me rends compte que c'est aussi un moyen d'oublier ou voilà, d'accepter d'une autre manière. Mais c'est vrai que maintenant, je fais pas mal de blagues à ce niveau-là. Donc, bon, c'est une bonne chose aussi. Alors, à mon mois d'avant-greffe, je pense que... Bah, en fait, je pense que je dirais juste que là, le après-greffe, pour moi, c'est la meilleure vie. Avec tout ce que j'ai vécu avant, bah, en fait, maintenant, je me dis... ça va en fait, ma vie elle est bien, elle est belle, je suis sauvée, je vis grâce à quelqu'un, je suis en vie, je suis reconnaissante et d'où le fait d'avoir créé cette association, c'est que je veux montrer, voilà, c'est même pas je veux montrer, mais c'est pour moi je suis reconnaissante et j'ai envie d'aider d'autres personnes qui peuvent se poser des questions, qui ont besoin d'aide, voilà, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis juste infirmière et maintenant bah, je suis présidente d'asso, mais j'ai avant tout envie voilà, je veux pas que quelqu'un vive la solitude dans laquelle j'ai été. Voilà, je veux vraiment que ces personnes-là, elles soient bien, qu'elles acceptent leur greffe, parce qu'aussi, on vit avec un risque de rejet à vie, parce que notre corps n'est pas censé vivre ce qu'il a vécu. On a ces anti-rejets pour une raison, c'est pour éviter de rejeter ce greffon. Et donc en fait, on doit tous les jours, les anti-rejets permettent à notre corps de dire voilà, ça ne le rejette pas, c'est important, c'est vital, et donc c'est comme ça que ça se fait. Il y a des personnes qui font des rejets, et moi j'ai eu de la chance, j'ai failli en faire un à un moment donné parce que je suis tombée malade. 9 mois après ma greffe, j'ai eu une grosse infection et j'étais en train de faire un rejet, mais par chance j'ai été sauvée, donc il n'y a pas eu besoin d'une autre greffe. Il y a des personnes malheureusement qui font des rejets, qu'il faut être encore greffé, c'est pas simple. Parfois on n'a pas les causes, parfois on a les causes, parfois c'est des personnes qui prennent pas forcément bien leurs médicaments, parfois c'est des personnes malheureusement, voilà, le corps n'accepte pas. Donc maintenant je vis pleinement ma vie, mais je me dis, voilà, il faut faire attention, le plus important, encore une fois, c'est d'écouter son corps. Ah ouais, totalement, ça a changé ma vision sur la vie, en fait, tu vois les choses différemment. En fait, bon, après, avant, j'étais pas du tout quelqu'un de pessimiste, mais j'étais pas forcément quelqu'un de plus... en fait, j'étais un peu quelqu'un de terre à terre, je prenais les choses comme elles venaient, et maintenant, c'est vrai que je suis quelqu'un qui va beaucoup plus relativiser. Alors après, voilà, j'ai des petits moments où j'ai des jours où ça va pas trop, parce que je me dis, bon, à tout moment, il peut se passer ce qui se passe, je peux partir, je peux faire un rejet, enfin, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais c'est vrai que maintenant, je savoure chaque jour comme si c'était le dernier. Donc vraiment, c'est un peu une nouvelle philosophie de vivre. Et puis tant mieux, au moins, la greffe, elle m'a aussi donné de bonnes leçons.
dans le bon sens en plus. En fait, on m'a beaucoup parlé du côté psychologique. Si au niveau psychologique ça va pas, forcément le physique ça va pas aller. Et après, le rejet peut arriver aussi de cette manière-là. Parce que moi, notamment quand j'ai eu mon infection, donc 9 mois après la greffe, psychologiquement, c'était pas la grande forme parce que j'étais toujours un peu dans cette période de dépression. Et en fait, je pense que ça a aussi accéléré. Bon, j'étais malade, j'avais une vraie infection. Voilà, en fait, mon donneur était porteur de cette infection, mais c'est pas une restriction pour recevoir le greffon. Et en fait, donc j'étais malade et aussi psychologiquement ça allait pas, c'était très très compliqué à gérer, donc en fait je pense que tout s'est un peu emballé et donc oui, j'étais à 2 doigts de faire un rejet à ce moment-là. Vive la vie. Ouais, vive la vie. Ça c'est vive la vie. Oui, clairement c'est un peu un slogan. Alors c'est pas le slogan de l'association, mais c'est vraiment même qu'on dit avec ma famille. On le dit très souvent, c'est vive la vie. Même mes parents, à un moment donné, ils avaient fait une soirée à Madagascar. Ils avaient même acheté une arche, vraiment, et il y avait marqué vive la vie dessus. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi, pour mon entourage. Et la phrase de mon grand-père, elle restera là toute ma vie. Puis en fait, je me dis, en fait, à part lui, il n'y a personne qui pouvait me dire ça, donc je me dis, je dis pas que, voilà, encore une fois, je suis pas dans toutes ces croyances de, je sais pas, la vie après la mort, je n'y connais rien. Mais c'est sûr que ça a changé ma vision des choses. Avant, moi qui étais très terre à terre et qui pouvais pas forcément être vraiment très ouverte sur ce sujet-là, maintenant je le suis 2 fois plus et en fait je sais ce que j'ai vécu. Après, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, c'est pas grave, c'est moi qui ai vécu ça, donc voilà. Mais oui, c'est sûr que je me dis, c'est quand même pas anodin. Je suis pas folle, je sais ce qui s'est passé et encore une fois, il n'y avait que lui qui pouvait me dire ça. Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que mon association, elle fonctionne bien, qu'on puisse avoir notamment des partenaires qui puissent aussi se joindre à la cause, qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes, que ça puisse vraiment avoir un message porteur de sens, voilà, que ça puisse vraiment évoluer à ce niveau-là. Que moi, ma greffe se passe bien, que limite je fasse toute ma vie avec mon greffon. Ça, encore une fois, je ne sais pas, mais je l'espère. Plus tard, si j'ai envie d'avoir des enfants, j'espère que ça se passera bien. Voilà, il y a plein de choses. J'ai envie que voilà, tous mes projets se réalisent. Et puis voilà, faire de cette greffe un vrai don de vie, quoi. C'est vraiment, c'est un peu ma phrase. Pour moi, la greffe, c'est un don de vie et moi, ça m'a sauvée. Et je remercierai jamais assez mon donneur, sa famille, encore une fois, même mes proches. Sans eux, sans toutes ces personnes-là, même le personnel médical, je ne serais pas là aujourd'hui.